Place maintenant à notre premier débat, agir pour les entreprises, l'emploi, les territoires et le parcours résidentiel des Français. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Anaïg Lemeur, Franck Proust, Bruno Arcadipane, Jonathan Prévraud et Pierre Madec. Bonjour Anaïg Lemeur, vous êtes député du Finistère et rapporteur sur le budget logement. Bonjour Franck Proust, vous êtes président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole. Bruno Arcadipane, bonjour, vous êtes vice-président du MEDEF et président d'Action Logement Groupe. Jonathan Prévraud, vous êtes dirigeant de Terrain du Sud, vice-président du pôle Habitat FFB représentant les aménageurs fonciers. Bonjour Jonathan. Et Pierre Madec, bonjour, vous êtes économiste au département Analyse et Prévision de l'OFCE. Il y a quelques mois, les Échos titraient « La grande dépression du logement ». Depuis, la crise s'est encore amplifiée. Tous les voyants sont au rouge. Regardez ces derniers chiffres qui sont pires que prévu. Moins 13% pour les mises en chantier à fin juillet et moins 23% pour les autorisations de construire. Et la tendance, elle va encore s'amplifier puisqu'on constate une chute de 38% sur un an pour les ventes de maisons neuves, moins 30% pour l'individuel groupé et moins 26% pour le logement collectif. Jonathan, est-ce que vous vous retrouvez dans ces chiffres? Quelle est la situation dans votre territoire? Mais à ces chiffres, on pourrait rajouter également la baisse de quasiment 50% de la production de crédits immobiliers. Et avec tout ceci, on a un tableau extrêmement sombre, extrêmement noir. Malheureusement, ce n'est pas un tableau soulage, c'est un coulage complètement du marché de l'immobilier. Et ensuite, concrètement, sur les territoires, comment ça se matérialise? Toutes les entreprises sont touchées, de la construction et du logement. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Qu'on soit constructeur de maisons individuelles, promoteur, aménageur, ou alors qu'on soit promoteur rénovateur, qu'on soit un acteur de la rénovation. Toutes les entreprises sont touchées. Tous les profils de clients sont également touchés. Alors on a beaucoup parlé des primo-accédants, qui sont, c'est évident, la population les plus fragiles et qui sont les plus gênés dans l'octroi des prêts. Mais tous les profils de clients sont également touchés. Donc on a un tableau extrêmement sombre, extrêmement noir. Et derrière, c'est les Français qui peinent à se loger avec toutes les conséquences qui ont été rappelées précédemment. Pierre Madec, comment est-ce que vous expliquez cette crise? Quelles sont les causes récentes et plus anciennes? Alors, peut-être commencer sur le côté un peu structurel, j'allais dire, de la crise. On produit globalement beaucoup de logements en France. Ça, c'est une réalité. Quand on se compare à nos voisins, on aura l'occasion d'en reparler. Mais on parle quand même de crise du logement depuis des années, voire des décennies. Les questions de mobilité résidentielle qu'on aura l'occasion de développer, de parcours résidentiel, les questions de frein à l'accession à la propriété, c'est des problèmes structurels qui traversent la France depuis maintenant assez longtemps. Ce qui nous sauvait un peu, c'est les conditions de crédit. C'est-à-dire qu'on arrivait encore à solvabiliser la demande avec l'assouplissement des conditions de crédit, l'allongement des durées et puis des taux historiquement bas, anormalement bas. Il faut quand même le rappeler. Ce qui s'est passé là, ces derniers trimestres, c'est que cet équilibre très fragile qui existait sur le marché du logement, qui était soutenu uniquement par les conditions d'accès au crédit, la remontée des taux a balayé cet équilibre-là et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui avec les chiffres que vous mentionniez. Et c'est en réalité assez inquiétant. Il y a 3 grands déterminants à ce qu'on appelle l'investissement des ménages au niveau macroéconomique. Quand vous essayez d'estimer combien les ménages vont investir dans le logement, en gros combien ils vont construire de logements neufs l'année prochaine, il y a 3 grands déterminants, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat et c'est les taux d'intérêt. Bon, ces derniers trimestres, ces 3 indicateurs n'étaient pas forcément au beau fixe.
Ce qu'on anticipe, c'est que ces 3 grands indicateurs ne vont pas forcément s'améliorer dans les trimestres à venir. Et donc, de ce point de vue-là, quand il a été dit que les tendances allaient se poursuivre, en réalité, on peut aussi assister à un creusement du déficit de logements neufs produits du fait d'un tassement du pouvoir d'achat lié notamment au retour de l'inflation. La remontée des taux, on l'a vu, ça continue et en plus ça a des effets très décalés dans le temps. Donc on est en train de payer là aujourd'hui en fait les remontées de taux il y a plusieurs mois. Et puis les projections d'emploi sont pas non plus extrêmement optimistes. Alors vous l'avez dit, ça fait des années qu'on parle de crise. Pourtant cette crise, elle est différente des autres. Pourquoi ? Alors chaque crise est différente. Ça, c'est la réponse facile. La réponse un peu plus compliquée, c'est que ce qui est un peu nouveau, c'est l'attentisme. On aura peut-être l'occasion de se comparer à nos voisins tout à l'heure, mais si on regarde par exemple ce qui se passe en Allemagne, on a eu une remontée extrêmement rapide des taux comme en France. Les prix se sont ajustés de 15%, directement. Bon, ça n'empêche pas leur permis de baisser, tout ça, mais il y a eu un ajustement très rapide des prix. Ce qu'on voit en France, c'est que l'ajustement, il a eu du mal à se mettre en œuvre. Il est relativement léger par rapport au taux qu'on fait x3 ou x4. Et donc, on a des prix qui restent à des niveaux extrêmement élevés. On a des conditions d'accès au crédit qui sont entravées. Et puis, on a aussi tout un tas, donc les ménages ont été largement désolvabilisés par le durcissement des conditions de crédit, mais il y a aussi dans chaque fraction du parcours résidentiel des freins très importants. Dans le parc social, par exemple, les gens ne bougent plus dans le parc social. Avant, on faisait de l'accession sociale à la propriété. Aujourd'hui, on n'en fait plus. Sur le marché locatif privé, il y a des freins. Et donc, il y a cette espèce d'attentisme de l'ensemble des acteurs, sans même parler de l'attentisme des pouvoirs publics sur ces questions-là. Mais on aura, j'espère, aussi l'occasion d'y revenir. Mais donc, tout le monde attend de voir si les taux vont retomber, si les prix vont s'ajuster, si le marché va se fluidifier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais cet attentisme-là, il est un petit peu nouveau. Le logement qui est un moteur de l'économie, on a coutume de dire qu'un logement, c'est 2 emplois directs et indirects. 114 000 logements en moins, ce sont 250 000 emplois qui sont menacés, Jonathan. C'est de très nombreux endroits qui sont menacés. On parle parfois même jusqu'à 300 000, le président Saint-Laurent ce matin l'évoquait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une surprise, ça fait longtemps qu'on alerte les pouvoirs publics sur la vague qui s'amorce. Et la vague est déjà là. Elle est déjà là chez les adhérents que vous avez dans la salle, chez tous les promoteurs, les constructeurs, les aménageurs. À ce jour, la politique de l'emploi, ce n'est pas une surprise, hein. On n'est pas en déploiement et en embauche. Hein. C'est quand des collaborateurs s'en vont, on ne les renouvelle pas. Ou alors, pour certains, c'est déjà des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont déployés dans une entreprise et dans toutes les entreprises. Mais est-ce que c'est une surprise ? Pour nous, malheureusement, non. On le subit dans notre chair. Mais ce n'est pas une surprise. Quand on saccage le PTZ, l'APL accession, le Pinel, les résultats que nous avons, ils sont là. Alors, ça a été rappelé, il y a des problèmes structurels dans le logement, mais qui ont été masqués par cette durée des taux qui étaient extrêmement bas. Et là, on a souffert avec cette remontée des taux. Et là, ça jette le voile sur toutes nos difficultés. Alors, les professionnels, dans une lettre ouverte au président de la République, parlent d'une bombe économique, sociale et sociétale. Vous êtes d'accord avec le constat et les mots, Anaïg Le Meur ? Bien sûr, on ne peut que partager ce constat. On le vit au quotidien. Nous, en tant que députés, on est quand même directement au contact du territoire. Et effectivement, c'est une violence forte, en fait, dans cette crise. Vous l'avez dit, à plusieurs niveaux, effectivement, économique. On le voit en termes d'emploi. On le voit aussi au niveau sociétal. Il y a des remontées parce que derrière, quand on parle de construction, c'est aussi des logements qui ne sortent pas. Donc, plus de mobilité professionnelle. Une peine à se loger pour les personnes, en fait, actuellement sur le territoire. Les gens, en fait, il y a une pénurie de logements à tout niveau, que ce soit dans du logement neuf, comme on peut le dire, mais aussi dans du logement plus ancien. Donc, en fait, tout est figé, la situation est complètement figée et ça, c'est un frein réel à des mobilités professionnelles, c'est un frein réel à des envies d'autres choses sur le territoire. Donc, oui, la crise, elle est réelle, elle est là, elle est forte. Et franchement, il faut y aller, il faut avoir des actions fortes par la suite et pas simplement être dans les constats. Franck Proust, c'est aussi le cas dans votre territoire, la métropole de Nîmes et sa région ? Oui, je crois que c'est une véritable réalité. Mais je vais rebondir sur ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une crise qui ne ressemble pas forcément
à ce qu'on a pu vivre. Il y a eu la crise Covid, il y a eu un certain nombre de crises où des secteurs entiers étaient en difficulté. Là, non seulement il y a une crise immédiate, mais on ne voit pas comment la tendance pourrait s'inverser. J'étais hier encore avec le président du tribunal de commerce de Nîmes. Il y a un effet domino qui va être terrible, parce que bien sûr, quand les constructeurs, les promoteurs sont en difficulté, et même des promoteurs ou des constructeurs qui étaient solides, ça aussi, parce qu'après, derrière le Covid, on avait perfusé artificiellement un certain nombre d'entreprises, donc j'allais dire, il y en a un certain nombre qui disparaissent, mais c'est plutôt logique. Il y avait des gens qui avaient les reins très solides financièrement et qui ferment. Et derrière, c'est tous les secteurs de métier, tous nos artisans qui sont bien entendu en difficulté, même les collectivités territoriales. Je lisais un article dans Figaro hier sur le président des départements qui disait qu'avec les droits de mutation, les budgets des départements vont diminuer. Vous avez une augmentation des problèmes sociaux. Comme les départements gèrent les problèmes sociaux dans leur ensemble, il y a un moment donné, il va y avoir une adéquation qui va être très compliquée. Et je ne vois pas aujourd'hui une décision politique qui pourrait inverser les choses. Parce que on regardait les chiffres selon les régions, les statistiques diffèrent. Mais vous avez entre moins 20 et moins 25% de production, mais même sur les permis de construire, quand parfois vous avez une volonté politique, vous n'y arrivez pas, donc automatiquement, parce que vous avez, on y reviendra tout à l'heure, des contraintes qui viennent se superposer les unes aux autres, et donc vous avez un nombre de permis de construire qui diminue. Donc quelle est la ligne d'horizon? Elle est complexe. Et en tout cas, il y a une anxiété dans ce milieu qui est quand même une anxiété légitime et grandissante. Bruno Arcadipan, on entend parler de vagues, de bombes économiques, sociales et sociétales, d'effets dominos. Vous partagez, vous aussi, ce constat et l'inquiétude des professionnels? Oui, je peux que le partager, ça c'est extrêmement clair. Mais et je crois que ça a été dit avec force tout à l'heure dans le propos introductif du président Patrick Martin, président du MEDEF. Vous savez, on a déjà décrit ou dépeint beaucoup de la situation. Mais ce qui est extrêmement important, c'est également de faire quelques constats chiffrés, factuels et partagés. Les constats, on l'a vu au cours de la première réunion du CNR, ils peuvent être à peu près partagés. C'est le cas. Après, la philosophie ne l'est pas du tout. On a vu une démonstration d'une collaboratrice de Bercy nous expliquant pour la énième fois, ça fait 20 ou 30 ans qu'on entend la même chose, les Français devraient aller habiter là où il y a des logements vides. On peut le dire autant de fois qu'on veut, c'est des incantations. Voilà, c'est pas parce qu'on répète 10 fois une bêtise que ça en devient une vérité. Et l'une des bases de la discussion, c'est de partager ensemble la volonté et de, derrière ça, avoir une véritable ambition. Le chef de l'État, par exemple, en a une vraie. Il le dit, il l'écrit, c'est le plein emploi. Alors déjà, on est à 7%. Si on se compare là aussi à nos voisins européens, on va voir rapidement qu'à 7%, on est encore loin du plein emploi, mais on vise le 5%. En tout cas, avec la filière de la construction, avec les professionnels que vous avez autour de la table et plein la salle. D'ailleurs, je remercie le président d'avoir organisé cette rencontre parce qu'apparemment, il y a beaucoup d'attentes. On n'ira pas au plein emploi sans logement. On a une autre ambition, on veut réindustrialiser la France. De façon claire, je vous le dis les yeux dans les yeux, on ne va rien réindustrialiser du tout si on n'a pas de logement pour loger nos salariés. Donc on peut avoir toutes les ambitions industrielles comme Vercors, comme M. Vergrit, le ministre du Logement, le nouveau ministre du Logement, est bien placé pour le savoir. Il a plein d'industries qui veulent arriver et qui sont en train d'arriver sur son territoire. Sauf qu'il va les loger où? Aujourd'hui, on a le problème du lien emploi-logement est plus vrai que jamais. Anne Glemer, cette réindustrialisation dont on parle beaucoup, qui est souhaitée par le gouvernement, cette crise du logement, c'est l'un des obstacles à cette réindustrialisation, même si ça n'est pas le seul? Alors, je pourrais dire oui, mais
Non aussi, parce que je suis en train de faire un rapport justement sur ce lien emploi-logement en vue du projet de loi finance. Donc c'était vraiment l'objet que je voulais porter, parce qu'on voit qu'il y a un besoin en fait de juxtaposer les calques, c'est-à-dire que quand on parle d'emploi, de réindustrialisation, effectivement, évidemment, il faut parler logement. Donc je suis en train de faire un peu un tour de table, de voir ce qui se fait en bonne pratique. Effectivement, il y a des entreprises qui ont les capacités de le faire. J'ai vu notamment EDF hier qui avait la possibilité de remobiliser un parc qui était un peu désuet, et eux ont plus besoin de moyens de rénovation. Et à côté de ça, j'étais plus en peine quand j'avais des chefs d'entreprise qui disent mais comment je fais pour loger, et demain comment je fais. Donc on a beaucoup parlé d'Action Logement évidemment, mais il y a beaucoup d'initiatives personnelles qui se font, et donc là c'est comment nous on va pouvoir les accompagner pour bâtir un parc de logements adapté pour leurs salariés. Alors là, ce qui devient un peu plus complexe, c'est pas forcément la construction. Souvent, ils disent nous, on est capable de le faire. Un, c'est l'accès au foncier. C'est comment dégager du foncier, parce que des fois, on est sur des territoires déjà très tendus en termes de foncier. Donc là, c'est réellement une problématique avec les collectivités à entreprendre. Et le deuxième point, c'est comment je contractualise entre l'entreprise, le salarié et peut-être soit un propriétaire ou soit un gestionnaire, parce qu'il demande d'avoir des capacités de gestion. Donc c'est effectivement peut-être pas un frein si on s'y prend maintenant, mais il y a réellement nécessité d'agir vite. Bruno Arcadipan, vous parliez il y a quelques instants du lien emploi-logement. On le voit bien, cette crise du logement, elle creuse les inégalités, elle freine la mobilité résidentielle et donc la mobilité professionnelle. Les chefs d'entreprise que vous rencontrez, ils le ressentent et vous en parlent. 6 sur 10 ont des difficultés à recruter à cause du logement. 6 sur 10, ce n'est pas une plaisanterie. 6 sur 10 ont des difficultés à recruter parce qu'on a des problèmes de formation, etc., etc. Donc, on a des vrais sujets. Mais une fois de plus, mais on sera amené à en discuter, je crois, prochainement, tous les deux au cours d'une audition. Mais vous savez, on ne peut pas mettre en opposition la réhabilitation et le neuf. Je me permets juste de dire ça. Il n'y a pas d'autre métier où on ferait ce type d'erreur. Si vous voulez, quand vous êtes face à une boulangerie, le mec, s'il n'a pas de boulanger ou s'il n'a pas de pâtissier, il ne va pas demander à son boulanger de sortir ses pâtisseries. Ce n'est pas le même métier, c'est un cursus différent, etc. Et là, c'est la même chose. Il faut une ingénierie spécifique. Les boîtes qui font du neuf ne sont pas habilitées ni même à cause des normes, ni même formés pour demain matin faire autre chose. Et on a besoin de tout. Le choc de l'offre, on en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, on en est où? Vraisemblablement, 2023, c'est 85 000 agréments. Je rappelle qu'un agrément, c'est du téléthon, c'est une promesse de don, c'est une promesse de construction. Donc sur les 85 000, il y aura combien de grues? La crise dont vous parliez dans votre propos introductif, elle est multifactorielle. Il faut appeler un chat un chat. On est attaqué de partout. Si je prends, et après j'en ai fini, parce que je vois bien que vous voulez me couper en permanence. Si je prends... Pas en permanence, j'essaie juste de faire circuler la parole. Si je prends exclusivement, et je vois mon ami Dominique Estrosi-Sassonne au premier rang, si je prends exclusivement le monde du logement social, depuis 2017, on a perdu plus de 10 milliards d'euros. On ne peut pas juste être une variable d'ajustement. Ce n'est pas possible. Si on fait ça, on va détruire une filière. Vous voyez, le propos, il est grave. On va détruire une filière. Franck Proust, on le voit, cette crise du logement, elle est multidimensionnelle et c'est finalement toute la dynamique des territoires qui est en péril du fait de cette crise. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait de faire le lien entre réindustrialisation et logement, parce que quand un chef d'entreprise décide de s'implanter sur un territoire, bien sûr, il y a la vente du foncier, et encore, je vais y revenir, c'est complexe, mais derrière, c'est où je peux loger mes cadres, où je peux loger mes salariés, est-ce que vous avez des infrastructures sportives, culturelles ou autres. Il y a tout un tas d'items qui forcent la décision. Après la réindustrialisation, il y a à la fois des contraintes gouvernementales, administratives. Vous avez toujours une autorité environnementale ou autre qui vous dit vous avez une orchidée unique au monde, un lézard, une grenouille extraordinaire. Vous avez derrière des contraintes comme dans le sud liées malheureusement aux catastrophes naturelles. Moi, par exemple, sur Nîmes, j'ai un plan de protection contre les inondations. Et puis, il y a une évolution sociétale aussi.
Parce que qui dit réindustrialisation, vous savez, l'industrie, c'est comme les prisons. Tout le monde en veut, sauf chez lui. Donc à partir de là, vous avez comme en Bretagne une industrie de biscuits de 500 salariés qui n'a pas pu s'installer et qui part au Portugal. Moi, j'ai par exemple sur mon territoire implanté, décidé 2 industries, Soprema, le leader mondial de l'isolation, qui est classé Cévesoba, et donc j'ai toute une population qui vient frapper à ma porte de l'agglomération. J'ai une usine de la santé animale qui veut venir s'implanter. Réindustrialiser, c'est bien dans le discours, c'est compliqué. Et après, on nous demande, par exemple, quand vous faites venir une industrie, de compenser sur place. Et là, je dis, attendez, on a déjà peu de foncier économique. Si vous me demandez de compenser sur place une industrie qui vient s'installer, c'est 1 hectare en économie, c'est 5 hectares pour le domaine agricole. Très bien, comment on fait? Donc on vit en permanence, mais comme l'ensemble des acteurs économiques, une schizophrénie permanente. C'est-à-dire qu'on définit des objectifs et derrière, on nous met des contraintes qui nous donnent l'impossibilité d'atteindre nos objectifs. On va y revenir dans un instant, Franck Proust. On parle beaucoup aussi de décentralisation de la politique du logement. Annaïg Lemeur, est-ce que c'est une solution pour vous? Ça a l'air d'être en tout cas une piste étudiée très sérieusement par le gouvernement. Effectivement, il y a un comité interministériel sur l'attrition justement du logement qui s'est attaché justement à cette notion de décentralisation des politiques du logement. Alors bien entendu, peut-être toutes les politiques ne seront pas décentralisées, certaines, à titre des APL, etc., resteront au niveau de l'État, mais on voit qu'il y a cette nécessité en fait d'avoir une agilité, une correspondance avec la réalité en fait des territoires. On a des territoires complètement différents. Moi, en zone littorale, avec une tension forte sur certains territoires. Et encore, quand on parle de Bretagne, certains vous diraient qu'il y a une différence entre le centre Bretagne et les zones littorales. Donc, il y a réellement une réalité de terrain à voir. La problématique, des fois, de décentraliser, certains me disent attention, parce que vous allez mettre en concurrence peut-être des territoires les uns vis-à-vis des autres. Donc, il faudrait peut-être gonfler un petit peu les compétences des AOH, donc des autorités organisatrices de l'habitat, qui permettrait en fait d'avoir une réelle réflexion d'aménagement de territoire derrière. Et effectivement, cette décentralisation permettrait de mieux flécher les ressources aussi sur des territoires qui sont réellement en besoin. On est sur cette politique-là. On réfléchit réellement de comment avancer ensemble, parce que ça ne se fait pas sur un choix d'en haut, parce qu'il faut en fait anticiper l'agilité nécessaire. Quand demain, on va donner des pouvoirs de décentralisation, il va falloir aussi que derrière, on mette des capacités d'agir rapidement, soit en termes budgétaires, je l'entends bien, mais aussi de prise de décision rapide pour pouvoir agir si une grande entreprise se crée, etc. Enfin voilà, il y a des changements. C'est ce qu'on a vu en fait au niveau... actuellement, je suis beaucoup sur un projet, une proposition de loi, on en parlera peut-être plus tard, mais sur la gestion du locatif de tourisme. Et on voit en fait que ce qui a peiné pendant des années, c'est cette agilité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des territoires évoluaient très vite en fait en termes de logement touristique. Et en fait, on n'avait pas la capacité d'agir parce que les mairies n'avaient pas les moyens d'agir efficacement d'emblée. Effectivement, on a prévu d'en parler de cette proposition de loi. Jonathan, peut-être pour revenir à la décentralisation, vous y croyez ou pas? Alors, il faudrait peut-être aussi rappeler pourquoi ce sujet de la décentralisation et peut-être essayer de retirer la décision d'urbanisme aux maires. C'est qu'on a quand même tous constaté que les maires bâtisseurs étaient souvent des maires battus. Et que signer un permis de construire pour un maire, c'était la certitude d'avoir une association de riverains qui viennent immédiatement se plaindre dans son cabinet. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à retirer la décision d'urbanisme. Alors ça apporterait certains avantages, comme je viens de les décrire. Il y aurait aussi certains inconvénients. Nous, en tant qu'acteurs économiques de la construction, on apprécie quand même grandement d'avoir un maire en face de nous avec qui on peut élaborer des projets, discuter et qui, in fine, est décisionnaire. Alors, les élus ont quand même la faculté d'édicter des règles locales qui permettent de favoriser la construction. Comment est-ce que vous expliquez les blocages actuels? Franck Proust, Annaïg Lemeur. Alors, les blocages, vous l'avez relaté juste à l'instant. Effectivement, il y a des blocages au niveau de l'acceptation en fait, d'avoir des nouveaux bâtiments sur le territoire. Donc, effectivement, les blocages, c'est
derrière, est-ce que je serai suivie avec mon électorat? Effectivement, c'est l'un des blocages. Après, il y a certains blocages qui sont peut-être, comme vous l'avez dit aussi, en termes des lois. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un secteur, vous êtes contraint par des lois littorales, des lois montagne et des obligations multiples. Donc, du coup, on ne peut pas effectivement développer un territoire avec des contraintes fortes. Maintenant, c'est une réalité. Maintenant, elles sont aussi faites, ces lois, pour protéger aussi nos territoires. Il faut l'entendre aussi dans ce sens. Je veux dire, si on a la qualité de vie que l'on a chez moi en Bretagne, c'est aussi parce que ces lois ont agi pour pouvoir limiter cette hyper-urbanisation à des moments. Donc, il y a un équilibre à trouver, en fait, entre la contrainte et le possible. Donc le possible, en fait, je vais laisser la main à mon collègue d'à côté, mais il y a des possibilités qui se créent parce qu'ils sont beaucoup plus conscients au niveau territorial des possibles. Il y a des possibilités notamment de réaménagement de zones commerciales. Actuellement, il y a une proposition qui a été faite par Olivia Grégoire, justement de reprendre les zones commerciales, ce qu'on appelle les boîtes à chaussures en fait d'entrée de ville, pour permettre en fait de réinvestir sur ces zones-là qui sont déjà artificialisées et permettre de faire une reconquête pour pouvoir faire du logement sur ces zones-là. C'est des projets que l'on construit avec les collectivités pour pouvoir identifier là où il y a un besoin réel. Et donc là, on va ouvrir par contre les possibilités au niveau des ORT, etc., pour donner des possibles aux collectivités pour pouvoir agir. Vous voulez rajouter un mot sur le sujet, Franck Proust? Oui, d'abord, je trouve quand même très important que le maire garde un lien avec ce qui se passe sur son territoire. Je veux dire, in fine, c'est quand même lui qui doit avoir une espèce de droit de veto, parce que sinon, je veux bien qu'on transfère tout, et c'est le président d'une agglo qui vous le dit. Moi, dans mon agglomération, j'ai 39 communes, j'ai pas mis en place un PUI parce que, quelque part, toutes les compétences fortes passent à l'intercommunalité. Si vous enlevez celui-là, l'urbanisme, au maire, il ne va pas passer son temps à aller déposer des gerbes au monument aux morts, quoi. Je veux dire, faut quand même se mettre à... Déjà que c'est difficile de trouver des élus locaux, alors la tâche deviendra encore plus complexe. Mais derrière, même, ce que je disais tout à l'heure en introduction, même quand vous avez des élus qui ont une volonté, il y a tout un tas de systèmes de blocage. Et parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, alors je ne suis pas là pour critiquer la fonction publique ou l'administration, mais qui n'ont pas le même logiciel. Quand je disais tout à l'heure qu'on attend 2 ans et demi une autorisation administrative, le temps, et ce n'est pas aux chefs d'entreprise qui sont là, moi-même je suis chef d'entreprise, le temps à un moment donné, la réactivité, c'est de l'argent, c'est de l'emploi, c'est de la richesse qu'on crée sur ce territoire. Et donc, si vous rajoutez parfois des recours qui sont faits et avec des sanctions qui ne sont pas suffisamment fortes sur notamment des recours abusifs, parce que les gens se mettent en situation d'insolvabilité, eh bien, on arrive à des longueurs. Moi, je vois, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis élu. Quand vous aviez une décision en tant qu'élu par rapport à un projet d'aménagement ou de construction, il fallait 3-4 ans. Aujourd'hui, le mandat ne suffit pas. Donc, comment dire aux promoteurs, aux acteurs économiques, aux artisans, on a la volonté politique, on a les budgets, on veut investir, mais malheureusement, c'est les contraintes administratives, environnementales, qui font qu'on ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Renaud Arcadipane et Pierre Madec juste après. On le voit, on est devant tout un tas de difficultés. On va rajouter les AOH. On ne voit pas bien l'ingénierie qui va les entourer. En tout cas, si elles n'en ont pas, ça va être un drame. Et puis, surtout le financement. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, et je suis un vieux président maintenant, un peu expérimenté, c'est qu'on se repasse la patate chaude. Que demain matin, ce qu'on n'arrive pas à faire au ministère du Logement ou de la cohésion des territoires, on le repasse aux élus locaux pour bien leur dire vous avez vu, vous n'étiez pas content, maintenant c'est vous qui le gérez, c'est encore pire. Donc attention quand même au financement. Ensuite, pour le MEDEF, ce qui est extrêmement important, c'est de travailler au niveau du bassin d'emploi. Nous, on n'est pas des fans de la métropolisation ou de la ruralité. Ce qui nous intéresse, c'est le bassin d'emploi. Rapprocher les collaborateurs de leur lieu de travail et les mettre dans les meilleures conditions pour que leur vie privée et leur vie professionnelle s'adaptent le mieux possible et soient le plus confortable possible. Donc, à partir de là, tous les zonages que l'on a, tout
tout ce travail en silo que la France adore, hein, que l'administration préfère au-delà de tout, nous, on souhaiterait le balayer d'un revers de main. Ce qui est important, c'est où est l'activité et où veulent aller vivre les Français. Ça, c'est extrêmement important et que l'on soit en capacité d'apporter une offre de logement qui soit adaptée aux envies de ces derniers et pas à tel ou tel bon penseur parisien ou local. C'est extrêmement important. Il n'y a pas d'écoute. On a beau faire du bruit, regardez, c'est encore une belle réunion, on dit beaucoup de choses, et des fois des choses même très très intéressantes, et on n'est pas entendu. C'est là où il y a une véritable problématique. Et vraiment, le dernier point, moi je suis très inquiet sur les parcours résidentiels. On vient de le dire, les parcours résidentiels sont en train de se bloquer, de se stopper. On n'a pas d'ambition pour le logement et on est en train d'enlever l'ambition des Français. C'est terrible quand on ne sait plus acheter sa propre maison, quand les jeunes n'arrivent plus à acheter leur premier logement. Maison ou appartement, leur premier logement, on ne sait plus le faire. Et à partir de là, vous enchaînez comme une chute de domino tout le reste. C'est-à-dire que les gens ne bougent plus, donc nous, on n'a plus de rotation dans les logements sociaux, on n'a plus de rotation dans les logements abordables, et la cascade est quasiment au dernier dé. Donc il est important qu'on remette tout ça en route au plus vite. Ouais, c'est toute la machine qui se grippe, Pierre Madec. Oui, alors sur la machine qui se grippe, je pense que là encore, le diagnostic, il est partagé. Tout le monde a pointé ça, notamment au CNR, en disant c'est un peu une injonction au gouvernement qui est de choisir un chemin. Le chemin, c'est pas forcément celui de développer un parc social abondant, c'est pas forcément celui de développer un marché locatif privé abondant, c'est pas non plus forcément tout mettre sur l'accession à la propriété, mais une fois qu'on a fait le tour, on n'a que ces trois solutions-là. Hein. Je veux dire, le parcours résidentiel, il est vaste et il y a plein de chemins possibles, mais je viens à peu près de résumer ce qui était faisable. Donc il y a un choix politique à faire sur qu'est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'on met des moyens. Et ça me permet de peut-être redire un mot sur cette question des moyens. On entend la petite musique sur la décentralisation, beaucoup, ces dernières semaines. Elle est plutôt bien accueillie de la part des élus locaux qui demandent cette décentralisation depuis très longtemps, en disant en effet on est les mieux placés sur les territoires pour connaître notre territoire, et des dispositifs par exemple comme le Pinel breton a été un dispositif qui a été longuement négocié mais qui apparemment a porté ses fruits. La question c'est avec quels moyens on décentralise. On n'a aujourd'hui jamais dépensé aussi peu pour la politique du logement en France quand on rapporte ça au PIB par exemple. De même, on a enlevé quand même un certain nombre de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales au travers de la suppression de la taxe d'habitation. Donc aujourd'hui, assez facilement, on attaque les collectivités en disant mais regardez, vous augmentez votre taxe foncière pendant que l'État baisse les impôts. Mais dans les faits, on se doutait bien que ça allait se passer comme ça quand on a enlevé 15 ou 18 milliards de TH au territoire, avec une compensation qui est gelée. Donc la question des moyens, elle est centrale. L'État, il est garant de la cohésion des territoires. Ça, c'est vrai. Les collectivités, à l'inverse, sont les mieux placées pour avoir une bonne connaissance de leur territoire et savoir quelle politique de logement il faut mettre en place. Mais on ne peut pas juste délocaliser ou décentraliser un certain nombre de marges de manœuvre réglementaires sans que derrière, il y ait des moyens. Et pour l'instant, des moyens, il y en a quand même de moins en moins. Et on n'a pas fini de parler de la décentralisation en termes de logement, puisque le ministre du Logement en parle notamment dans la vidéo que vous verrez tout à l'heure en clôture de cette convention nationale. Bruno Arcadipane, je reviens vers vous. Et sur ce CNR Logement, la Première ministre a annoncé le rachat par Action Logement et CDC Habitat de 50 000 logements. Comment avez-vous réagi à l'annonce ? Bah nous, plutôt très bien. Hein. On l'avait construit ensemble. Enfin, voilà, on travaillait depuis de longs mois avec Christophe Béchu sur la signature de cette nouvelle convention quinquennale qu'on a signée d'ailleurs avec Elisabeth Borne le 16 juin. Et pour 14,4 milliards, on est très fiers de cette convention parce qu'elle est très équilibrée. Elle a été vraiment discuter pied à pied.
mais elle est très bonne, je pense, pour le pays et au vu de la crise que l'on traverse. Les 30 000, l'AMI 30 000, comme on a l'habitude de le dire, l'appel à manifestation d'intérêt pour 30 000 logements, pour nous était une évidence. On voyait la crise arriver à grands pas, on discutait beaucoup avec l'ensemble des fédérations concernées et il était logique qu'un outil comme Action Logement d'utilité sociale serve aussi d'amortisseur à cette crise. Maintenant, l'AMI 30 000, c'est un outil conjoncturel. Il n'est pas structurel. Donc il faut trouver des solutions. Il est important que on puisse, dans la foulée de ces achats, aussi bien ceux de CDC que d'Action Logement, il est extrêmement important de trouver le rebond. En fait, vous avez des VFA qui sont quasiment terminées, que l'on achète. Vous avez celles qui sont encore de papier, que l'on achète aussi. Mais le coup d'après, si on veut toujours protéger ce tissu industriel et cette filière, ce savoir-faire français qui est si particulier, si on veut continuer à innover et aller vers des logements qui sont de plus en plus écologiques et qui rendent du pouvoir d'achat aux Français, parce que la fin des fins, elle est quand même là, c'est de rendre du pouvoir d'achat à travers les baisses de charges. Ben, si vous voulez créer ce rebond, il faut s'y mettre maintenant et trouver les produits qui doivent suivre les 50 000 logements. Et juste pour finir, est-ce que c'était le bon moment de tacler le PTZ, le Pinel, etc. etc. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, au moment où on traverse la pire des crises du XXIe siècle, et une crise comme on ne l'a peut-être même pas rencontrée au XXe, on se met à flinguer des niches qui, sincèrement, vis-à-vis du budget de l'État, ne vont pas transformer la vie ni de Bercy, ni du pays, mais qui, par contre, vont faire très mal si demain, on n'a pas des produits de substitution extrêmement rapides. On reparlera dans la deuxième table ronde du PTZ, du Pinel, mais peut-être une réaction, Jonathan, sur ces 50 000 logements rachetés par CDC Habitat et Action Logement. Oui, cette opération des 50 000 logements pour l'emploi, elle a été très bien accueillie par le pôle Habitat et FFB. Ce que nous, on a pu souligner déjà, c'est que la mise en œuvre, les appels d'offres, l'étude des dossiers étaient déjà en cours. Donc ça, il y a une rapidité d'action qu'on salue. Le regret que je formule, c'est que ça concerne quand même des opérateurs, pas forcément que nationaux, il y a aussi des opérateurs régionaux, mais qu'on est concentré quand même sur des opérations en VFA, globalement en collectif, et que le logement individuel a du mal à trouver sa place dans ce dispositif. C'est pour ça que, comme l'a rappelé M. Arkadipan, ça peut être que conjoncturel et que ça ne peut pas traiter des mots structurels de long terme. Alors, vous avez une double casquette, Bruno Arkadipan. Vous êtes là, effectivement, en tant que président d'Action Logement et puis aussi en tant que vice-président du MEDEF. Que demandez-vous au gouvernement, cette fois-ci, avec cette casquette-là? Qu'avez-vous envie de dire au ministre du Logement, au ministre de l'Économie, au Premier ministre et même au président, si vous l'aviez devant vous, là, cet après-midi? Plutôt au président, si vous le permettez. Ça ira plus vite au niveau des décisions. C'est porter une ambition extrêmement forte. Aujourd'hui, c'est impératif d'avoir une ambition pour la France et pour le logement des Français. De regarder comment on peut mettre en place des produits de très court terme et des produits de moyen terme pour créer ce rebond. Et puis, quitte à être disruptif, pour reprendre un terme que le président de la République aime bien, il faut peut-être rebattre quelques cartes, élargir notre champ de vision, mais en tout cas, il faut le faire très vite parce que le mur arrive à grands pas. Alors, on a un président omniprésent, mais on a quand même un Parlement qui entend bien jouer son rôle, et ce n'est pas vous qui allez me contredire, Anaïg Lemeur. Une réaction peut-être aux propositions et en tout cas en réaction aux propos de Bruno Arkadipan? Nous, on a tout à fait conscience
qu'il faut agir. Ça, c'est vraiment, il y a une forte mobilisation en fait de l'ensemble des parlementaires, de tout parti politique, mais notamment de ceux de la majorité qui se sont mis autour de la table pour faire des propositions, pour être actifs et pour être dans du pragmatisme. Parce qu'au bout d'un moment, le constat, on l'a tous fait, on l'a tous relaté. Effectivement, il y a eu des conférences de partout, mais il faut être fort dans les propositions, effectivement pour des solutions de court terme, donc peut-être lever certains dispositifs, et des propositions plus disruptives, certes, et des propositions de long terme, plus disruptives, Alors, notamment peut-être sur la partie... concrètement. Alors très concrètement, alors ce que je porte à titre personnel, mais c'est pas ça qui va solutionner. J'en ai tout à fait conscience. C'est les problématiques du logement en France actuellement. Moi, ce qui m'était relaté en fait au niveau de mon territoire, c'est que nous, la tension, elle s'exprimait en comparaison entre le logement à l'année et le logement de tourisme. C'est-à-dire qu'on avait une forte progression en fait du logement de tourisme. Il y avait plusieurs raisons. Un, il y avait en fait une stratégie d'évitement qui était faite, évitement lié en fait aux contraintes énergétiques de DPE qui avait été mise en place, qui s'adressait qu'au logement de longue durée. Donc les gens, pour éviter, mettaient leur passeur thermique en courte durée. C'est-à-dire qu'ils sortaient du coup ce logement d'une location possible en fait pour de longue durée, pour des travailleurs notamment. Donc ça, c'était l'une des premières injustices qui nous remontait en fait des territoires. La seconde, c'était les maires. Les maires nous disaient, moi, j'ai pas les moyens d'agir. J'ai une petite commune. Comment je fais pour agir? Les métropoles, donc plus de 200 000, avaient la possibilité de le faire avec des changements d'usage, avec des dispositifs. Ben là, on donne en fait la possibilité à l'ensemble de saisir les outils qui sont déjà sur la table pour réguler en fait cette masse de logements de tourisme qui en fait allait à l'encontre et créer une pénurie en fait sur nos territoires. Et enfin, je vais vite un petit peu sur la proposition, le dernier volet était le volet fiscal, donc avec une forte attente d'équilibrer la volonté actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, pour promouvoir en fait le tourisme en France, des abattements forts avaient été octroyés justement pour le logement de tourisme, allant jusqu'à 71% d'abattement. Là, dans les zones tendues, et je tiens uniquement dans les zones tendues, eh ben, il y aura un réajustement possible. Voilà, on attend de voir si ces dispositifs seront repris. Ils peuvent encore être discutés. C'est tout l'intérêt en fait de se retrouver et de partager. C'est le rôle aussi des parlementaires pour voir quel équilibre on peut trouver pour trouver un consensus. Mais je pense qu'il y a une nécessité, il y a une attente forte des citoyens sur ce sujet-là. Ça ne résout pas, je le sais. J'ai fait un rapport sur le sujet avec Vincent Rolland au sein de la Commission des affaires économiques qui englobe d'autres dispositifs. On a saisi celui-là parce que nos territoires étaient en révolte. Je suis dans un territoire avec des identités fortes, comme le Pays Basque. Et en fait, on avait des maisons taguées, on avait des voitures saccagées, on avait vraiment une tension forte et une volonté de révolution qui était telle qu'il y avait une demande de statut du résident breton, etc. Donc d'orienter en fait les biens selon un nom de famille, et ce qui des fois se faisait, je le dis clairement, et ça on pouvait plus l'entendre. Donc ça résout pas, mais par contre ça permet de libérer des biens qui étaient plutôt destinés à de la courte durée. Donc comme je dis, on parle de densification géographique. Moi je pense aussi de densification dans l'usage du bien, c'est-à-dire qu'un bien qui est occupé toute l'année et qui est mis à disposition en fait du territoire pour les salariés du territoire, pour l'activité économique du territoire, pour moi, ça sera vraiment favorable. Ça ne mettra pas en péril notre économie de tourisme, qui sera toujours présente et sera toujours là, mais il y aura vraiment une volonté de rééquilibrer. Donc ça, c'est l'un des dispositifs, mais bien évidemment que sur la table, j'ai plein de propositions de loi qui me sont faites et qui vont dans d'autres sens, avec des propositions de démembrement, de séparation donc du foncier de bâti, etc. Il y a vraiment plein de possibilités qui sont proposées. Elles sont à l'étude et je pense qu'on pourra s'en saisir. Bruno Arcadipane, vous vouliez réagir brièvement parce que j'ai vu closer, tu vois, à la fin. Dans les trucs ultra facile à mettre en place et très rapide et qui coûte presque rien. La mise en place du statut du bailleur privé, ça devient ultra urgent. Il faut réduire la vitesse de traitement des recours. Ça, c'est un cancer qu'il faut arrêter. On demande, les bailleurs sociaux demandent la baisse de la TVA depuis très longtemps. La baisse de la TVA, moi, je suis même prêt à la partager avec les élus locaux. Vous voyez, on ne sait pas comment on va financer les collectivités locales. Eh ben, le maire constructeur,
on lui donne un bout de la TVA qui serait baissé, un bout de la TVA pour les bailleurs sociaux. Il faut retravailler la RLS. La RLS a handicapé financièrement l'ensemble des bailleurs. Il est important de relancer les trucs. Et dernier mot, Action Logement, on prend aussi sa part sur ce type de sujet. On vient depuis le 1er septembre de repasser le taux des prêts pour nos particuliers à 1%. Donc vous voyez, les partenaires sociaux prennent leurs responsabilités. Donc voilà des pistes. Pierre Madec, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne au début de ce débat. Comment les autres pays européens essayent de sortir de cette crise? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner? Alors, si on regarde chez nos voisins, ils subissent les mêmes résultats que nous sur la hausse des taux. C'est-à-dire que tout le monde a enregistré une hausse des taux. Je l'ai dit, en Allemagne, les prix se sont ajustés relativement vite. C'est moins le cas en Espagne ou en Italie, par exemple. Mais ce qui fait un peu la spécificité française, c'est le retard qu'on a pris dans la production de logements. Alors, j'ai dit en propos introductif qu'on était le pays de l'OCDE qui avons construit le plus de logements. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on se compare, on a beaucoup dit on ne sait pas construire du logement en France. C'est pas tout à fait juste. On est le pays de l'OCDE où on a construit le plus de logements rapporté au nombre d'habitants. Pour autant, ce choc d'offres nouvelles a eu un impact sur les prix pour le moins limité. Quand on regarde la littérature économique, elle montre bien que, en réalité, par exemple, si vous faites une petite analyse par commune, c'est dans les communes qui ont le plus construit de logements que les prix ont le plus augmenté. Le choc d'offres n'est pas une solution à la hausse des prix. Par contre, ce qui a été dit sur l'ancien est intéressant. C'est-à-dire qu'on a, là encore, spécificité française, on a un parc de logements hors résidence principale qui a très fortement augmenté. C'est le cas des meublés de tourisme, c'est aussi le cas des résidences secondaires. Et contrairement à la vacance, ces deux types de biens-là sont localisés là où il y a de l'emploi, sur les territoires les plus attractifs. Et donc, tout ce qui vise à mieux réguler les meublés de tourisme et les résidences secondaires, et donc en réalité à créer un choc d'offres très rapide, parce que c'est des logements qui sont mobilisables quasiment de suite. Créer un choc d'offres dans l'ancien, c'est évidemment des mesures, à mon avis, qu'il faut soutenir, mais il ne faut pas oublier de soutenir, là encore, le logement neuf. Certains de nos voisins le font, c'est le cas par exemple en Espagne où des subventions ont été attribuées encore récemment. On ne peut pas dire toute la solution va venir de l'ancien, on a besoin du neuf, mais l'avantage de l'ancien, c'est qu'il peut être mobilisé assez rapidement. Franck Proust. Oui, j'ai eu la chance d'être au Parlement européen pendant 8 ans, je suis membre toujours du comité des régions. On a une spécificité en France quand même. On a un sport national sur lequel on est en Ligue des Champions, c'est la surtransposition. C'est-à-dire que la plupart, et ce n'est pas ma collègue qui va me démentir, la plupart des lois qui arrivent à l'Assemblée nationale émanent du Parlement européen. Et quand l'Europe met une norme à ce niveau-là, la France en met une là. Et donc quand on a la chance, comme moi, d'être sur le pourtour méditerranéen entre l'Italie et l'Espagne, la situation devient de plus en plus complexe. Le deuxième élément, c'est que pour les collectivités comme pour les entreprises, qu'est-ce qu'attendent les chefs d'entreprise? C'est une certaine lisibilité. Qu'on change une fois les règles, oui, les entreprises et les collectivités s'adaptent. Le problème, c'est que les règles changent tous les 6 mois et qu'à un moment donné, aussi bien le monde économique que même dans les collectivités, dans les fonctionnaires dans les collectivités, ils ont du mal à suivre l'évolution de ces normes qui changent en permanence et qui nous empêchent d'être efficaces. Et donc, il faut parliez arrêter. même de chemin de croix des élus locaux. Et oui, parce dans les Échos. qu'on a beau avoir une capacité d'adaptation comme le monde économique, et à un moment donné, il y a des limites à tout. Je veux dire, un coup, on met aux promoteurs les RE 2020 et on ne perçoit pas que ça va augmenter le coût au travers de cabinets d'études de 20%, qui va payer in fine, c'est l'acheteur. Les collectivités, on met le ZAN, même si on me dit on a obtenu, grâce au Sénat, un certain nombre d'avancées, mais enfin, ce sont des normes qui viennent se rajouter aux normes, et derrière ces normes, on crée des échelons. C'est-à-dire que vous aviez des agences d'urbanisme, des SCOT, il y a des STRADET, puis maintenant on va créer un conseil régional avec des élus pour mettre en place ce ZAN. Ça devient de la folie. Mettez-vous à la place d'un maire d'une petite collectivité qui ne peut pas tout faire, qui est moins bien loti qu'un maire d'une grande ville. Comment il fait
pour digérer toutes ces normes qui arrivent sur le marché. C'est mission impossible à un moment. Les injonctions contradictoires, vous y êtes vous aussi confronté en tant que professionnel, Jonathan? Alors nous, on y est parfaitement confrontés, tout comme les élus. Je vais prendre plusieurs exemples. Vous avez parlé un petit peu du ZAN, parce que ça, c'est un autre bonbon qui nous arrive. Une fois que les élus auront réussi, enfin, à faire leur planification urbaine, je ne sais pas comment, parce qu'il va falloir concilier aménagement économique, le logement, les services publics, les grandes infrastructures, ça va être extrêmement compliqué. Sans compter tous les frais d'ingénierie que nous, on voit grossir de manière extrêmement rapide, ça apparaît aussi pour les collectivités. Mais nous, donc, on se retrouve avec ces fameuses injonctions contradictoires, avec par exemple, des exemples concrets, on va avoir des zones constructibles identifiées au sein d'un PLU ou d'un PLUI, mais nous, on va devoir derrière mener des études, par exemple environnementales, et on peut se retrouver avec, par exemple, une zone humide. Bon, vous avez parlé d'espèces protégées, mais voilà aussi un autre risque que nous on rencontre avec les zones humides, puisque la réglementation a été durcie sur les zones humides, et on se retrouve avec la seule poche constructible d'un territoire qu'il ne le devient plus ou très difficilement, avec des mesures compensatoires qui nous coûtent extrêmement cher. Après, les autres injonctions contradictoires, on poursuit tous les objectifs. Tous les objectifs. Il faut limiter l'étalement urbain. Et il faut le faire. La sobriété foncière, on en parle depuis longtemps au sein du pôle habitat, et on y travaille, et chaque opérateur construit et aménage différemment depuis des décennies. Donc il faut limiter, c'est évident, l'étalement urbain, mais il faut aussi renaturer, et il faut densifier. Mais une fois que vous mélangez ces trois ingrédients, il n'en sort pas grand-chose. Et il en sort peu de logements, et beaucoup de frustration chez les opérateurs, et beaucoup de frustration chez les Français qui n'arrivent pas à se loger. Alors on arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table, mais vraiment très très rapide, en 10 secondes. On a beaucoup entendu le mot crise. Si vous deviez nous donner une raison de rester optimiste. Annaïg Le Meur. Alors je commence, moi je suis optimiste effectivement parce qu'en fait on est tellement nombreux autour de la table maintenant que je pense qu'on arrivera à faire pression et arriver tous ensemble à quelque chose. Franck Proust. On ne peut être que positif. C'est pas parce que le combat est difficile qu'il ne faut pas le mener, parce qu'on est sûr de le perdre. Et on ne peut pas demander à nos concitoyens de faire des efforts, aux entreprises de faire des efforts si le politique baisse les bras. Donc voilà, un peu de pragmatisme et de bon sens. Et je pense qu'ensemble, on arrivera à surmonter les épreuves que nous avons au quotidien. Bruno Arcadipane. La raison l'emporte toujours, donc on finira par se faire entendre. Pierre Madec, et ensuite... Non, mais en effet, ça a été dit. C'est-à-dire que c'est l'une des premières fois peut-être que tous les acteurs du logement partagent un diagnostic commun et des revendications qui ne sont pas très éloignées les unes des autres. Donc on ne peut que penser qu'à un moment, le politique va s'en saisir et que tout ça va aller mieux. Jonathan, pour le mot de la fin. Alors on va essayer de ne pas être pessimiste, mais il ne faut pas être non plus un optimiste béat. Il y a quand même un socle sur lequel on peut s'appuyer pour nous, acteurs du logement. C'est qu'il y a un besoin identifié, avec une démographie positive, avec des changements sociétaux, qui a besoin de construire des logements. Par exemple, les divorces, les séparations, fait qu'il y a un besoin de logement. Et par exemple, on ne peut pas laisser un couple qui se sépare, une femme, dans le même logement que son mari, parce que ça crée malheureusement des problèmes. Et je sais que chez Action Logement, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Donc ce socle, il est là. Rappelez aussi que pour préparer sa retraite, vaut mieux quand même être propriétaire que locataire. Donc ça se fait de véritables raisons objectives pour croire en l'avenir de notre profession. Ça n'enlève en rien qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Je remercie Madame la députée d'avoir accepté notre invitation, parce que ce n'était pas simple de se confronter à cette salle et à cet auditoire qui n'était pas forcément favorable à toutes vos dernières décisions. Et j'en profiterai pour dire aussi que 2027, ça peut paraître loin, ça va aller vite, et que si on ne sait pas encore pour qui on votera, pour ma part, je sais pour qui je ne voterai pas. Merci à vous 5 d'avoir participé à ce débat.